Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore à un bref retour d'expérience. Ce n'est que mon avis, donc tout le monde peut compléter, complètement penser autre chose, c'est pas un souci, l'idée c'est simplement de faire un partage d'expérience et voilà ce que j'en pense. Après, libre à chacun d'évoluer et de penser autre chose, peut-être même que dans quelques années je penserai complètement autre chose, qui sait, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui on va venir sur un sujet qui est le choix d'une techno dans une infrastructure. Je trouve que c'est un sujet qui plus ça va, plus est important, parce qu'en fait on est dans une jungle un peu technologique à l'heure actuelle, et ça implique plein de changements, plein d'évolutions de carrière, plein d'évolutions d'entreprise, et ça implique vraiment beaucoup de choses. Donc derrière, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça? Donc j'ai essayé de construire un petit peu quelque chose pour essayer de se donner des pistes de réflexion, et avec un petit exemple à la fin, on verra Nomad versus Kubernetes également. Donc première chose, on a différents cas de figure quand on est amené à choisir une techno. On nous apporte un sujet de différentes manières. Alors là, c'est quelques exemples, mais voilà, ça peut être des choses un petit peu différentes. Donc soit on a un besoin très précis, avec des délais, à savoir que les délais peuvent être plus ou moins longs, mais on vient nous voir avec un besoin assez précis, on n'arrive pas à couvrir quelque chose, côté dev ou côté infra par exemple, et on a un délai qui lui va avoir un rôle généralement qui est très très important au niveau du choix. C'est peut-être même celui qui conditionne la plupart des autres éléments et des autres facteurs. Alors, l'autre cas de figure, c'est quoi? Il y a un développeur qui a développé sur son laptop quelque chose, il a trouvé la techno sympa, facile peut-être pour lui, et du coup il l'a utilisé, et il vient vous voir, moi je trouve ça sympa, et j'en ai besoin pour le dev du microservice Trucmuche, ou le service ou l'application Tartampion, etc. Et donc du coup il vient vous voir et vous dit, pour le déploiement, le futur déploiement en prod, il me faudra ça en dev, etc. Donc ça c'est un autre cas de figure également, et lui il la trouve utile. Après il reste à voir un petit peu si elle est utile dans son ensemble. On ne fait pas, à mon sens, il ne faut pas se baser uniquement sur un besoin unique quand on fait un choix de techno. Il faut essayer de voir plus large, peut-être, donc on va voir quelques pistes de réflexion par rapport à tout ça. Ou un autre cas de figure qui peut être intéressant également, qui est compléter son infrastructure. C'est-à-dire qu'on a un choix, un panel d'infrastructures, qui est peut-être dans votre société, vous fournissez un service à vos devs, à vos équipes de développement, etc. Et derrière, cette espèce d'offre de service plus ou moins formalisée, il y a des sociétés où c'est vraiment de l'offre de service purement interne, avec même des API développées, etc. Ou des choses complètement, c'est totalement informel, et ça existe également. Néanmoins, ça reste une espèce d'offre de service finalement que vous allez fournir, puisque c'est vous, en termes d'infrastructure, qui allez supporter la chose, que vous soyez DevOps, que vous soyez SRE, sysadmin, etc. Donc là, ça peut être une offre interne ou une offre même carrément externe. Ça peut être donc un besoin de compléter cette infrastructure aussi, peut-être même sur des pipelines de déploiement, comme de la CI/CD par exemple, ou des pipelines de process de data. Donc un autre cas de figure. Et puis là, je dirais, c'est le critère que alors je vais pas dire que je le déteste, mais que j'aime moins, en fait. C'est le besoin de se mettre à jour. C'est-à-dire que même moi, en tant que personne qui suis passionné de techno, je trouve que cette raison-là est vraiment la moins fondée finalement dans un monde professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué, et il faut le remettre dans ce contexte-là, cette vidéo-là, il faut la remettre dans ce contexte-là, me semble-t-il en tout cas, c'est que on est dans une société, alors peut-être avec un degré plus ou moins important de dépendance à l'IT, on peut avoir des sociétés dont c'est vraiment le business, strictement l'IT, et donc le cœur de l'IT va couvrir vraiment l'ensemble du personnel, etc. Soit avec un effectif plus restreint. Néanmoins, dans tous les cas, le but de la société, c'est pas juste de vous faire vivre vous, ou faire vivre la personne, faire donner du plaisir à la personne qui va trouver une techno, c'est de faire vivre l'ensemble de la boîte, de payer des salaires, de payer des charges, et de voir plus loin, de pérenniser l'activité, etc. Et c'est toujours dans ce cadre-là qu'il faut se la remettre. Donc se dire que on a besoin de se mettre à jour simplement sur ces aspects-là, en se disant moi j'ai besoin de faire de la conteneurisation parce que d'autres font de la conteneurisation, non.
j'ai besoin de me mettre à jour parce que je pense que j'ai à y gagner à le faire, parce que voilà, je ne trouve plus les éléments qu'il me faut à côté pour faire des mises à jour peut-être applicatives, etc., ou des librairies. Bien là, par contre, ça a plus de sens. Donc, il faut vraiment distinguer ce cas de figure-là qui me paraît assez important. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien, mais il faut prendre en compte vraiment les choses relativement larges, comme je vous le disais. À mon sens, l'environnement global dans le cadre dans lequel on travaille et dans le cadre dans lequel se situe cette infrastructure et va se situer cette technologie est très important. Alors, première chose, déjà, il y a le profil de la société, comme je vous l'ai évoqué tout de suite. Le profil de la société va déjà être un point, alors, c'est pas le facteur le plus important, c'est clair, mais c'est un point qui est quand même relativement important. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une société qui est basée sur de la tech, comme par exemple un site de e-commerce, le cœur une partie du métier va être vraiment la tech, c'est-à-dire voilà, l'infrastructure va être un point incontournable. La société ne fonctionne pas sans ce domaine-là, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et savoir situer un petit peu ce degré-là de dépendance à l'IT finalement, au sens large, et ça, on peut le ramener ensuite au poids de l'IT, c'est-à-dire au nombre de personnes qui travaillent dans ce service. Ça donne généralement une bonne idée par rapport à la proportion globale des effectifs de la société. Et ça, c'est une condition qui va souvent également conditionner un comportement au sein de la société. D'une manière générale, c'est pas forcément un comportement de personne, mais d'une manière générale, une société qui a un degré technologique qui repose plus sur l'IT va être plus ouverte et plus à même à être agile, c'est-à-dire à être dynamique vis-à-vis des évolutions de technologie, parce qu'elle sait que son cœur de domaine c'est ça, et donc il faut qu'elle reste dans le coup par rapport à ça. Donc l'agilité et le process de changement, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que on a beau avoir une société qui soit avec un degré plus ou moins important de tech, mettons ça de côté. Derrière, l'agilité et surtout le process du changement dans une société est très important. J'entends par là, par exemple, que si vous avez un besoin d'une nouvelle technologie et que il est extrêmement facile de pousser une nouvelle techno, vous allez finalement faire un test, ça va être moins coûteux que finalement d'avoir un process très lourd, qui fait que généralement plus le process est lourd, finalement plus on en perd le fondement initial. C'est-à-dire que généralement, quand on a un process lourd de déploiement, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on veut avoir des garanties extrêmement solides sur l'outil. Sauf qu'en fait, et c'est de là qu'émanent généralement les process agiles, Scrum, etc., c'est que si ce process est très lourd, généralement on va pas vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire que plus on va avoir à engager de moyens, de compétences humaines, de recherche, etc., et bien même si on arrive au bout, au moment, à la veille de la mise en production, et qu'on montre un point qui est assez négatif, bien on ne rollbackera pas, on ne reviendra pas sur sa décision, et même si on a trouvé quelque chose qui est mieux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que des process de changement lourds ne vont pas forcément aider globalement le changement. Alors, ça va de soi, c'est une évidence, mais ne va pas l'aider non plus sur le sens où il devrait être garant d'un bon choix, et finalement peut donner finalement un mauvais choix. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Ensuite, il y a les ressources humaines disponibles. Donc là, on va parler plutôt en nombre, on va dire, proprement dit. C'est est-ce que j'ai suffisamment de personnes pour pouvoir intégrer cette nouvelle technologie ? Ça, c'est quelque chose qui est très important, et il faut prendre en compte ça aussi dans le temps. C'est-à-dire que on peut avoir un temps à un moment donné pour découvrir la technologie, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps pour la maintenir par la suite. Peut-être qu'on a des pics d'activité par moment, etc. Peut-être on a des projets à venir, donc il faut anticiper et se faire cette réflexion et ce recul pour se donner cette réflexion, me semble-t-il. Bien sûr, toutes ces choses-là, on va le voir, c'est de la théorie, la pratique est tout autre, on va en parler un petit peu après.
Ensuite, on a les compétences et les capacités, c'est-à-dire que là, on nommait on va dire le volume de personnes que l'on a de personnes disponibles pour pouvoir travailler éventuellement sur ce projet, mais derrière, c'est encore un autre domaine, c'est la compétence et les capacités en matière de compétences disponibles pour travailler sur le projet. J'entends par là le profil de personnes, c'est-à-dire que si on n'a pas des personnes, par exemple, qui sont avec un profil, avec des aptitudes pour pouvoir faire, par exemple, un POC, un point de convergence, ou qui sont plus à même à faire de la R&D, de la recherche, de fouiller un sujet, eh bien à ce moment-là, ça peut engendrer des difficultés pour faire des changements de techno et faire des choix de technologie. Par exemple, voilà, si vous donnez un POC ou un test à faire et des choix à faire que vous déléguez à une personne, il faut avoir confiance dans cette personne sur le fait qu'elle va essayer de couvrir l'ensemble des sujets avec partialité et en étant objective, en faisant des choix techniques complets, le plus complet possible, et dans les temps bien sûr qui sont impartis, et ça c'est pas toujours évident. Et puis il y a le goût de la prise de risque, hein, ça reste quelque chose qui est important, et là ça émane vraiment des humains et des groupes d'humains d'équipes, c'est-à-dire que dans certaines équipes, on aime prendre des risques de temps en temps, et dans d'autres pas du tout. Et peut-être que les métiers également, c'est pas peut-être, c'est même bien sûr les métiers également, alors là on en revient au profil de la société, mais certains métiers sont complètement en opposition totale à la prise de risque. Voilà, moi j'ai été dans un cas de figure où on s'interdisait toute automatisation, ou en tout cas on limitait au maximum l'automatisation pour éviter la prise de risque. Ça paraît assez paradoxal, mais voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et c'est assez important. Alors la théorie c'est quoi? C'est la possibilité de donc des choix par rapport à la théorie si on devait partir d'une page blanche, on va dire, hein, et se poser et se dire voilà, j'ai le temps de faire quelque chose, comment je peux essayer de l'aborder au mieux? Première chose, est-ce que la technologie qu'on me demande de trouver, le besoin que j'ai besoin de couvrir, ou le dev qui vient avec cette technologie, est-ce que j'ai la possibilité de capitaliser sur cette technologie-là? C'est-à-dire, c'est capitaliser, c'est comme un investissement, hein, c'est est-ce que si je mets des moyens dessus, au lieu de m'en servir une seule fois, on me le demande précisément là, est-ce que je vais pouvoir rendre ça un petit peu plus universel et le replacer dans différents cas de figure, et quel gain je vais avoir en le replaçant dans différents cas de figure. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important. Ensuite, il y a l'intérêt partagé avec d'autres équipes. C'est-à-dire que la personne peut en être convaincue, cette personne-là, quand elle vous apporte la techno, par exemple, quand on était dans le cas du dev qui apporte la techno, mais peut-être que dans d'autres équipes, ils vont être complètement antagonistes, ils vont complètement ne pas vouloir cette techno-là pour peut-être de bonnes raisons, peut-être de mauvaises raisons. Mais est-ce que ça va être un sujet clivant, en fait, vraiment de débat fort au niveau de la société? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Parfois, il faut aller au débat technique, mais vraiment au débat, c'est-à-dire ne pas simplement faire de l'opposition de simples petits éléments techniques un peu basiques, où certains s'y retrouvent très bien parce que voilà, ils mettent en avant des petits points techniques, ils ont l'impression que tout tourne autour de ça. Non, il faut prendre les choses dans leur ensemble. Et voilà, est-ce qu'on est capable de mener ces débats-là et les mener à bien surtout, quoi. Ensuite, il y a le poids, donc c'est une balance entre la simplicité technique, on va dire la maintenance, la simplicité technique, tout ce package technique, et l'apport que donne cette société, que donne cette technologie à votre société au sens large. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et je dis bien au sens large. C'est pas juste ce que ça va apporter, on va dire technologiquement, peut-être de la scalabilité, etc. Mais c'est bien plus que ça. Vous allez voir, on va aborder deux, trois petites questions autour de ça. Donc là, c'est vraiment un équilibre qui est à trouver, et de se dire, voilà, je suis prêt à prendre quelque chose de complexe, dès lors que ça me rapporte beaucoup. Je suis prêt à prendre quelque chose qui est simple, bien sûr, mais dès lors que ça m'apporte un petit peu quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et il y a l'effet boule de neige là-dessus, c'est-à-dire que si je prends quelque chose de moyennement complexe,
et que je le retiens, et que je rajoute d'autres choses moyennement complexes, d'autres théories, d'autres technos moyennement complexes, bah à la fin ça va générer quand même un espèce de fond de roulement, qu'on va dire, en tout cas de complexité qui va s'amplifier au niveau de l'infrastructure et qui va faire que globalement l'infrastructure va être plus lourde à gérer, et ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que il faut, quand on fait une exception sur la simplicité, qu'on laisse passer une techno, il faut se dire ok, ça c'est réellement une exception, on teste, peut-être qu'on pourra même valider le fait qu'on revienne en arrière si on fait une erreur et si on montre que la démonstration n'est pas bonne à la fin, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, la robustesse de la technologie. Alors ça, c'est quelque chose qui me semble très très important et qui souvent est un petit peu omis, je trouve, dans les débats, en tout cas dans les commentaires que je retrouve au niveau de la chaîne, les messages que j'ai reçus, et même certains me disent bah ouais, ça serait, alors on m'a même, alors le cas le plus extrême, c'est qu'on m'a proposé de venir dans une société pour parler de ces choses-là, de retour d'expérience. Après moi je suis pas, j'ai pas une expérience non plus de folie pour pouvoir parler ces choses-là. C'est, comme je vous dis, ça c'est vraiment par rapport à ma propre expérience personnelle, et mon expérience personnelle n'est pas un exemple en soi, quoi. C'est quelque chose que je me suis forgé avec le temps. C'est adaptable, il y a des corrections à y apporter, et il faut évoluer. La robustesse de la technologie, c'est quoi ? Première chose déjà, est-ce que on choisit une technologie où il y a beaucoup de contributeurs ? Donc là, on parle principalement pour ce qui est open source principalement, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a un gage relativement solide ou pas ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc derrière la question, c'est qui maintient ? Est-ce que ce sont des contributeurs qui le font à titre personnel, on va dire, un petit peu sur leur temps de loisir, ou est-ce que c'est des grosses sociétés ? Si on prend le noyau Linux, un des principaux contributeurs, ça va être Intel par exemple, et derrière on a beau se dire c'est de l'open source, oui, mais néanmoins derrière il y a des boîtes qui en ont un besoin extrême, leur activité en dépend de ce noyau Linux, donc du coup bien sûr ils investissent de l'argent dessus, c'est comme si on était finalement dans un système, dans quelque chose c'est pas qui appartient à la boîte, mais en tout cas la boîte y met suffisamment de moyens pour quasiment se garantir que ce produit-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il restera dans leur giron, non pas qu'il leur appartient, mais parce que derrière ils sont capables d'œuvrer pour faire évoluer le produit comme ils le souhaitent un petit peu, et en tout cas le maintenir tel qu'ils le souhaitent. Est-ce que c'est une société ou pas ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et le business qui tourne autour des technologies. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le domaine de l'open source ou non open source, mais bon, surtout dans le domaine de l'open source, dans ce dont on est en train de parler, beaucoup de projets open source, derrière, il y a un business. C'est pas parce que c'est open source que c'est full gratuit, etc. D'ailleurs, ça n'a pas de sens de se mettre ça en tête. Derrière, beaucoup de sociétés, c'est du support qui est vendu, mais au-delà de ça, ça va être du freemium, donc c'est-à-dire une partie qui va être gratuite et puis ensuite une partie payante, etc. Donc ça, il faut bien le distinguer et voir les objectifs de la société qui est derrière. Est-ce qu'elle est capable de complètement changer le profil de licensing par exemple ou pas, etc. Donc ça va être des choses qui vont être importantes. C'est au-delà de la contribution en elle-même, c'est quel est le contexte de cette technologie là, parce que du jour au lendemain, imaginons par exemple GitLab ou une société comme HashiCorp qui change de politique, ils entrent en bourse, alors ils sont déjà en bourse, bon, voilà. Mettons une société qui rentre en bourse, qui n'était pas en bourse auparavant, qui rentre en bourse, donc du coup elle est obligée de rendre des comptes à des actionnaires. Après on peut en penser tout ce qu'on en veut, etc. C'est pas le débat et c'est pas le sujet, mais elle est obligée de rendre des comptes à des actionnaires, donc elle est obligée de faire du chiffre, et du coup ça, inévitablement, ça a un effet sur le licensing, et ça fait que derrière, un freemium qui avait une barre relativement haute au titre du gratuit va se retrouver à baisser les choses, et voire même à fortement inciter les gens à passer sur le mode payant ou en licence enterprise. Et ça existe quand même relativement souvent, et on le voit très très souvent. Donc ça, il faut vraiment y faire attention quand on commence à se vendorloquer avec quelque chose. Par exemple, voilà, une société comme GitLab, et GitLab en lui-même, je trouve le produit très bien, mais après il peut être
tellement central dans une entreprise que il faut s'en méfier. C'est-à-dire que généralement, il y a peu d'autres produits déjà qui proposent la même chose sur le marché, donc du coup, faire un rollback et passer sur une autre solution, ça sera très compliqué. Et donc derrière, on sera obligé d'accompagner les choses si jamais la société décide du jour au lendemain de changer les choses. Ce qui n'est pas le cas au niveau de GitLab. A priori, depuis le nombre d'années qu'ils fonctionnent, ils n'ont pas fait une évolution majeure en termes de licensing au point de forcer les gens à le faire. Mais voilà, on l'a vu récemment encore avec Docker, par exemple, le Docker Hub, le rate limiting, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Autre élément, donc sur la robustesse de la technologie, c'est combien il y a de sociétés qui l'utilisent. Au-delà du nombre de sociétés qui vont y contribuer peut-être, mais le nombre de sociétés qui l'utilisent, ça c'est quelque chose qui est très très important. Et c'est pour ça que je trouve assez important dans de nombreux cas de figure, après sur des durées variables, qu'il est important de ne pas se jeter dans une technologie dès lors qu'elle sort pour se dire on est dans les premiers à y être, sauf quelques cas de société où c'est intéressant, quelques cas d'entreprises qui ont un intérêt à faire ça. Mais globalement, assez souvent, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à aller foncer dedans. Et du coup, laisser et voir si cette techno prend. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et plutôt que de réagir comme un enfant face à des jouets et de se dire je vais être le premier à l'avoir, il vaut mieux se dire ok, non, moi je laisse les autres aller devant. Si ça a fait ses preuves, au moins le choix technologique, ça rendra ce choix plus facile. Et quand je vais y passer, je vais passer moins de temps à intégrer cette technologie. Pourquoi ? Parce que je vais avoir plus de documentation, plus de formation à ma disposition, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, parce que voilà, on est tous pareils, on aime les technos, et on a envie de les tester le plus rapidement possible. C'est un fait, c'est comme ça, c'est le côté un petit peu enfant, on va dire, que l'on a quelque part face à des jouets, c'est comme ça. La documentation et les questions-réponses qu'on a, donc tout ce qui est troubleshooting derrière, etc. Ça, c'est un volet aussi qui est très très important face à une technologie, se dire est-ce que j'ai de la documentation qui est fournie par la société qui est par exemple derrière en support, etc. de cette techno. Est-ce que j'ai de la documentation qui est aussi légion, qui est fournie par d'autres acteurs, des gens qui sont passionnés du domaine, etc. Est-ce que je retrouve ces choses-là pour facilement me former, facilement m'investir dans la techno et gagner du temps? La même chose pour les questions, c'est-à-dire du Stack Overflow par exemple, etc. Est-ce que je trouve des choses dessus ou vraiment quasiment pas, ou des choses qui vont pas forcément me concerner, etc. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu un aspect documentaire au sens large qui est très important. Ensuite vient également un autre aspect, donc là on est toujours sur une partie théorique, bien sûr, très rarement on fait ça, là c'est vraiment si on avait du temps pour faire son choix, etc. Mais des fois, inconsciemment quand même, ces choses-là rentrent en compte. Par exemple, si on fait un POC, bien généralement on va quand même chercher un petit peu de documentation et tout. Il y a un moment, quand on cherche de la documentation, il faudrait se poser et se dire ok, par rapport à tout ce que j'ai vu, qu'est-ce que je pense, quel est le degré de cette documentation, de ces choses. L'accessibilité à la formation est importante, c'est-à-dire que voilà, certaines technos, on va trouver très facilement de la formation, voire on trouver même des certifications, et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Voilà. Facilité de recrutement, et là c'est quelque chose aussi qui est très important, on pourrait aussi le retrouver côté dev, bien sûr, c'est certaines technologies, il y a deux aspects sur ces éléments-là. Soit certaines technologies peuvent attirer du monde, donc voilà, par exemple Kubernetes par exemple, typiquement, ou certains clouds, etc. Donc certaines technos peuvent attirer du monde, donc si vous avez du mal à recruter, peut-être que ça peut être un argument pour faire venir les gens, voire dans l'autre sens également, c'est-à-dire que certes, sur certaines technologies, c'est plus facile de trouver du monde. Donc voilà, en tout cas, si vous cherchez à matcher au niveau de cette techno-là, voilà, c'est quelque chose qui peut être important et qu'on peut retrouver plus régulièrement dans un CV. Et donc ce qui est important d'une manière générale, c'est les compétences, le fait que ces compétences soient accessibles à tous, c'est-à-dire que est-ce que la technologie est complexe, avec des couches logiques, donc par exemple Kubernetes est une techno qui est quand même relativement complexe, avec beaucoup d'éléments logiques, etc. Alors ça peut apporter tant de situations, de solutions à des situations, etc., bien sûr, mais il faut le prendre en compte. Et du coup, l'accessibilité à cette techno
est de base relativement mauvaise, je dirais en tout cas. Par contre, le fait qu'il y ait une énorme communauté qui fait de la documentation, de la formation, etc., ça rend finalement cette techno qui est relativement complexe à aborder, à intégrer, ça la rend beaucoup plus facile à intégrer. Donc vous voyez que c'est quand même, il y a un petit jeu d'équilibre, et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte le volet documentation, formation, etc., avec la complexité même de cette techno et sa facilité à la maintenir. Donc ça, c'est un élément qui va permettre de limiter les risques et la prise de risque. Derrière, d'autres éléments, bien sûr, et d'autres éléments techniques doivent être pris en compte. Alors là, ça en est quelques-uns. Ça va être par exemple la haute disponibilité. De nos jours, quoi qu'il arrive, il faut quasiment sur la plupart des technos, ou en tout cas généralement, se poser la question, est-ce que j'ai besoin de haute disponibilité? Est-ce que cette techno apporte de la haute disponibilité? Et de quelle manière elle apporte une solution? Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Par exemple, la haute disponibilité, on va parler de base de données distribuées ou de base de données, on va dire type master-slave. La haute disponibilité, effectivement, est assurée dans les deux cas de figure, sauf que derrière la manière de le gérer, quand on est sur des bases de données distribuées, la haute dispo, finalement, elle se fait, on va dire, naturellement. Quand on est en master-slave, ça implique d'autres problématiques, failover, etc. La scalabilité, oui, c'est un élément qui est très important de nos jours dans beaucoup de sociétés. C'est d'être capable de voir si cette techno, on est capable de la voir. Alors l'idée, c'est pas forcément de répliquer la techno, le service en question, mais c'est plus de voir si cette techno-là, on est capable de l'utiliser à petite échelle, avec un besoin petit, et en même temps, si du jour au lendemain, j'ai un besoin de la faire croître et de l'utiliser dans une situation où j'ai une charge beaucoup plus importante, alors une charge au sens large, pas forcément au sens informatique strict du terme, mais si j'ai un besoin qui croît énormément, est-ce que cette techno-là, je suis capable de la faire suivre facilement pour atteindre le futur besoin qui pourra être très important. La maintenance, ça c'est quelque chose qui est essentiel aussi. On a énormément de techno dans nos infrastructures, tous autant qu'on est à peu près. Et derrière, ça va être très très important. Donc on parlait tout à l'heure des bases de données distribuées. Par exemple, la maintenance de bases de données distribuées est quand même extrêmement facile par rapport à des bases de données orientées un peu avec du SQL, donc master slave, etc. Même si ça s'est nettement amélioré depuis pas mal d'années. Donc là maintenant c'est un élément important parce que on en revient un petit peu à l'effet amplificateur qu'on avait au niveau des infrastructures, c'est-à-dire que si on cumule plein de technologies où il y a un petit peu de maintenance compliquée à réaliser, où on peut pas avoir de downtime, etc., ça va rendre les choses quand même relativement lourdes pour le quotidien et le travail au quotidien des gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra se dire, ah ouais, mais là, alors, quelles sont les dépendances, etc. On rentre dans une maintenance qu'on va avoir plus de mal à faire, et qui dit une maintenance plus difficile à faire, peut-être des mises à jour qu'on va pas forcément suivre, et à un moment, avoir une réelle dette technique. Je parle pas avoir une dette technique, de se dire, ah bah ouais, mais je fais pas la nouvelle techno à la mode. Non, là, je parle vraiment de prendre une dette technique où je vais pas pouvoir patcher des éléments de sécurité, je vais pas pouvoir avoir les nouvelles features dont je vais avoir besoin, et ça va être compliqué même si j'en ai réellement besoin. Donc voilà, des choses assez importantes. Alors dans la vraie vie, c'est complètement autre chose, finalement. On va dire ça. Et tout ce que je viens de vous poser là, ça c'est la théorie. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir, me semble-t-il, en tête, et certainement d'autres choses à avoir en tête. Néanmoins, dans la vraie vie, ça se passe un peu différemment, et on n'a pas forcément le libre temps, libre choix pour faire toutes ces choses-là. Donc, généralement dans la vraie vie, on a peu de temps pour faire les choses, parce que voilà, le besoin vient au niveau du produit, du client, etc. Et on n'est pas prêt à attendre très longtemps. On attend avec l'agilité, on a des sprints, il faut répondre rapidement dans ces cycles de sprint, etc. Donc il faut faire vite, peu de temps, peu de ressources, que ce soit en nombre de personnes, et oui, les sociétés ont du mal à recruter dans notre domaine, donc bien sûr, et parfois peu de ressources financières peut-être à mettre avec, ou ressources matérielles aussi, ça peut être une difficulté. Limitation des choix, alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant, ça m'est déjà arrivé dans des sociétés où on nous demande de tester une techno, de tester un besoin, en nous disant, voilà, il y a telle techno qui nous intéresse, donc dès le début on nous dit, ah oui, il y a quand même telle techno qu'on a vu qui nous intéresse. Et alors il y a deux cas de figure à ça, soit le cas de figure où on nous laisse réellement choisir, soit les gens ont déjà en tête qu'ils veulent aller sur cette techno-là, et là ça rend les choses un peu plus délicates. Donc
voilà, il faut voir les choses. Dans le cas de figure où on se situe, des fois je dirais même, on en arrive à un tel point que quand on nous dit j'ai ce besoin-là, mais il y a cette techno-là que j'ai repérée, au fur et à mesure de l'expérience, on se rend compte qu'il y a des gens, c'est même plus la peine d'essayer de tester d'autres technos à côté pour bencher, parce que finalement, de toute façon, le choix il est fait et c'est pas vous qui ferez le choix final. Donc voilà, ça peut être décevant quand c'est ce cas de figure-là. Des fois même, ça peut être tellement décevant, c'est qu'au bout d'un moment, ça donne envie d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Mais voilà, il faut se rendre compte un petit peu des choses. Alors, une petite typo. Donc le semblant de choix, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a déjà fléché, c'est bien, mais finalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va aller vers ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre élément qui est aussi un facteur très très important, c'est la capacité, ou surtout l'incapacité à revenir sur un choix qu'on a réalisé. On en revient à ce que je vous disais au tout début. Dans la vraie vie, souvent c'est ça, c'est-à-dire que, souvent, ça arrive, et c'est des cas de la vraie vie, c'est on va faire un choix technique, on va aller suffisamment loin, donc on va passer du temps côté dev, côté SRE, sysadmin, etc. On va faire des tests, et finalement, donc on s'investit sur le long terme, et puis on est à l'aube, on va dire, un peu de la mise en production, et on s'aperçoit que finalement le produit est pas tout à fait simple, peut-être à maintenir, ou pas tout répond en partie aux besoins. Et finalement, plutôt que de reconnaître son erreur et de revenir en arrière, parce que voilà, on a quand même engagé beaucoup de temps dessus, beaucoup de capacités humaines, etc. Finalement, on revient pas en arrière, on va quand même aller jusqu'au bout des choses, et puis peut-être qu'on reprendra une autre techno pour compléter celle-ci, alors que peut-être que celle-ci faisait déjà le taf. Donc là, ça c'est un coût quand même si le coût de rollback est important, des fois le coût de complétion de la techno en question peut être voire même plus important, parce que du coup on va avoir une phase de double run, etc. Donc ça peut être ça peut avoir un effet boule de neige assez important. Et puis un facteur dans la vraie vie qui est plus que jamais, je dirais, décisif, c'est l'humain et la divergence des caractères, on va dire, plus ou moins au sens large. On a tous nos caractères. Moi, voilà, j'ai le mien, qui est pas forcément toujours bien, etc. Tout le monde a un caractère, et derrière, comment, en termes d'humain, ça va se passer quand on va discuter de ces technos-là. Et dans la vraie vie, souvent, ça complexifie beaucoup plus les choses, des fois, que les facteurs strictement techniques. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut à tout prix cette techno-là, l'autre qui ne la veut à tout prix pas, qui ne peut pas la sentir juste pour des raisons dogmatiques, etc. Et donc, du coup, ça rend les choses relativement complexes. Des fois, ça peut pourrir la vie des équipes, ça peut cliver les équipes, etc. Le modèle DevOps, par exemple, que l'on a avec le mur au milieu des devs et des ops, ça émane de ce genre de choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte, cette divergence des caractères. Quand on a des gens qui aussi... alors je l'ai remarqué dans d'autres sociétés, dans des sociétés où je suis passé, c'est que les gens ne s'écoutent pas. C'est-à-dire que quelqu'un va dire quelque chose sur une techno qu'il a découvert, il va parler, même sans parler de techno, mais assez généralement. Je me suis retrouvé dans beaucoup de cas de figure où en fait, je veux expliquer quelque chose et je m'aperçois que X jours ou X semaines après ce que j'ai dit, en fait, les gens ne l'avaient absolument même pas écouté, quoi, en fait. Et c'est parfois décevant, et voire même des fois on apporte la solution technique à quelque chose, et puis 3 semaines après il y a une autre personne qui va repasser derrière, qui va faire ah ouais, il y a cette solution technique là qui est exactement la même, hein, finalement, et on arrive, on passe, on se dit pourtant je l'ai dit et je comprends pas, quoi. On y a passé quand même 5 minutes, j'ai passé 5 minutes à expliquer aux gens un peu les choses. C'était pas le bon moment, tout simplement. Et voilà, donc ce qui est important après, c'est plus de l'ordre du travail d'équipe, c'est l'écoute au sein d'une équipe, bien s'entendre, mais pas juste sur les caractères, c'est bien s'entendre, se comprendre, et faire l'effort d'écouter les autres. Moi, à une époque, j'étais relativement... J'avais pointé un de mes défauts, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément dans l'IT, c'était avant dans un autre travail, c'est avec que j'étais tellement passionné par ce
ce que je voyais et tout ça, et que j'avais des fois tendance à couper la parole aux gens quand ils parlaient. Et ça, c'est un défaut, c'est un défaut que j'avais, peut-être que je l'ai encore d'ailleurs, mais en tout cas, j'essaye de le gommer, j'en suis conscient. Et j'essaye en tout cas les gens de laisser finir quand ils présentent quelque chose, etc. Et j'essaye pas forcément d'enchaîner juste derrière, même si j'ai tout de suite quelque chose à dire, parce que voilà, il faut prendre le temps des conversations et des débats. C'est quelque chose qui est très important, me semble-t-il. Après, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Donc le poids des facteurs techniques, c'est bien, mais il peut être très vite rattrapé et gommé complètement par ces facteurs humains qui sont assez variés. Alors si on prend un petit exemple, Kubernetes versus Nomad par exemple, donc c'est un sujet qu'on m'a posé déjà depuis, je dirais presque quelques années sur la chaîne. Assez souvent, c'est un débat qui revient. On me dit pourquoi tu fais pas une playlist Nomad, la techno elle est super cool, c'est génial, c'est HashiCorp, etc. J'adore HashiCorp, c'est pas le souci. J'adore HashiCorp. Après, je déteste le vendor locking. Je déteste être dépendant vraiment d'une boîte et de me sentir un petit peu... Donc du coup, j'aime bien quand même prendre ce recul et essayer un petit peu d'intégrer ce que je viens de vous expliquer jusque-là, et ce qui m'amène vraiment sur ce débat-là avec des opinions qui sont un petit peu différentes, contrairement à ce que je pensais il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans à peu près, Nomad, je me disais, il faut vraiment que je fasse du Nomad, c'est vraiment un truc super bien. Même quand j'ai commencé Cube, je me suis dit, ouais, mais il faudrait quand même que je fasse du Nomad. Et donc du coup, voilà, on en revient un petit peu à essayer d'appliquer ce qu'on vient de dire, en tout cas par rapport à ce qui y a là. Donc si on prend le business de la techno, donc on se disait tout à l'heure, les entreprises qui sont derrière la techno en question, donc Kubernetes, ce n'est pas détenu par une société en tant que telle. Après, on ne peut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de business derrière Kubernetes. Moi, par exemple, je suis convaincu que la stratégie des grands clouds et de la CNCF vis-à-vis de Kubernetes, c'est de driver un maximum de monde vers les services managés, Kube, etc. C'est un fait, c'est ce que je pense en tout cas. C'est pas un fait, c'est ce que je pense plutôt, c'est pas un fait, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, bien sûr, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas neutre. C'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose où on peut se dire c'est totalement gratuit et voilà. Nomad à côté, par contre, c'est un produit qui est déjà quand même signé, estampillé d'une société qui est HashiCorp. Voilà, ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant, mais en tout cas, les deux produits ont déjà une approche qui est quand même relativement différente. Donc on a Kubernetes où on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une communauté, alors qu'il est large, hein, mais au-delà de ça, c'est une communauté qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas dépendante d'une société en elle-même. C'est-à-dire que la société s'arrête et il ne se passera rien. Ça veut dire que, où les sociétés s'arrêtent et il ne se passera rien. Ça veut dire, ou peut-être peu de choses. Ça veut dire également, côté Nomad, si HashiCorp par exemple s'arrête, là par contre l'impact va être relativement majeur par rapport à ça. Et ça, ce qui est important, c'est bien de comprendre, même si on est dans un projet open source, derrière, il y a souvent des intérêts économiques, stratégiques, d'une stratégie économique. Kubernetes, à mon sens, il y a une stratégie derrière, économique, je le pense, j'en suis quasi convaincu, et que ce soit de l'open source ou pas. L'open source, son intérêt est pas forcément sur ce point-là, il est plus sur l'ouverture du code et la possibilité d'y voir plus clair derrière dans ce qu'il y a dedans, Ensuite, l'autre aspect par rapport à Kubernetes versus Nomad, c'est l'intérêt technique qu'on peut approcher. Alors là, je balaye tout ça très rapidement, hein, c'est vraiment même trop rapidement balayé, mais je vais vous dire pourquoi moi je préfère Kubernetes à Nomad en termes d'approche globale par rapport à des éléments qu'on a vus juste auparavant. Kubernetes, bien sûr, d'un point de vue technique, c'est le plus complet et le plus riche des deux. C'est un fait, ça, par contre. Il permet de travailler sur différents OS. Il y a différentes solutions de management possible, soit on fait full manager soi-même, soit on peut passer vers des services managés, soit on a aussi des solutions aussi pour les devs en embarqué léger. Voilà. Nomad, bien sûr, fournit moins de choses. Il est moins complet. Par contre, il est plus simple. Donc Kubernetes apporte beaucoup de couches logiques, parfois complexes à comprendre, qui demandent un certain investissement, parce que ça couvre vraiment pléthore de cas de figure, et du coup ça apporte beaucoup de complexité quand même néanmoins. Nomad, c'est moins le cas.
donc c'est moins complet, mais du coup c'est plus simple et ça va être plus abordable, un petit peu à la mode, en mode Swarm un petit peu. Et de fait, c'est aussi plus facilement maintenable que Kubernetes. Néanmoins, derrière, si on ramène cette simplicité et le côté maintenable à la doc disponible à la fois sur l'un et sur l'autre, Kubernetes, bah bien sûr, en termes de doc, c'est incomparable. On en trouve à foison. Donc du coup, au niveau de Kubernetes, il y a tout. Il y a à peu près tout cas de figure. On trouve de la doc, on trouve du question-réponse sur Stack Overflow, dans des blog posts, tout ce qu'on veut. On trouve des gens qui font des tutos, par exemple. On va trouver de la formation payante à différents degrés, du Udemy ou de la formation en présentiel, etc. On va trouver différentes certifications et degrés de certification. Sur Nomad, bah, c'est pas le cas, bien sûr, mais on va retrouver quand même une doc officielle et on va trouver peu de choses en dehors, je dirais malheureusement un petit peu, quoi. Et donc le reste est rare. Alors ce cas de figure-là, un Kubernetes versus Nomad, on le retrouve dans beaucoup d'autres technos. Vous pouvez faire la même chose avec Istio, Linkerd, vous pouvez faire pareil avec plein d'autres technos. C'est qu'il y a toujours celui qui va l'emporter sur les autres, et celui qui l'emporte sur les autres, souvent il se trouve dans le même cas de figure de Kubernetes. Alors il y a une communauté qui est plus importante, du coup il y a des facilités très rapidement qui se mettent, des choses qui se mettent très rapidement en place. Sur le recrutement, si on fait Kubernetes versus Nomad, bah, il y a plus de monde formé et Kubernetes est aussi plus attirant parce que aussi il y a plus de besoins, on en parle plus. Donc voilà, il y a un facteur influence buzz qui est beaucoup plus important, même s'il faut pas toujours le prendre en compte, mais en termes de recrutement, ça a un impact assez majeur. Nomad, bah, c'est beaucoup plus rare et difficile à intégrer dans le process de recrutement. C'est-à-dire que chercher une personne qui fait du Nomad et chercher une personne qui fait du Kube, bah, ça va être plus délicat. Et inversement, c'est-à-dire que vendre qu'on fait du Nomad ou vendre qu'on fait du Kube à une personne qui n'en fait pas, on va attirer plus facilement une personne qui fait du Kubernetes, bien sûr, et ça va avoir un intérêt plus important pour sa carrière. Plus d'entreprises utilisent Kubernetes, alors il y a une faute, hop, ENT, plus d'entreprises utilisent Kubernetes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement on n'est pas les premiers à débugger quelque chose, un bug, etc. Il y a plein de gens qui sont passés devant, il y a de la documentation éventuellement sur le bug, etc. C'est plus facile à intégrer dans une carrière quand on est à titre personnel, qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que ça peut nous apporter sur du long terme. Bien sûr, c'est aussi plus facile sur ces aspects-là. C'est plus complexe. Mais il y a aussi du coup Kubernetes, c'est son défaut, on va dire, hein, c'est quelque part c'est quand même sa complexité dans son ensemble, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de points qui sont simples, mais si on prend l'ensemble, ça amène plein de choses qui font que voilà, ça remet en cause la manière, il faut revoir un bloc de compétences qui est quand même relativement important. Mais il y a plus de formation et de documentation. Du coup, en termes de balance, comme on en parlait tout à l'heure, là on est sur une balance qui va avoir tendance à être rapidement positive, puisqu'en fait on va trouver beaucoup d'informations et pouvoir gagner du temps de ce côté-là. Et puis, comme je disais, il y a différentes solutions possibles en termes de management de la technologie, et donc là, c'est quelque chose qui est aussi sympathique. Donc, quand on prend cet ensemble global, si on devait juste parler de Kubernetes et de Nomad, si on prend la totalité, je parle pas de techno à techno, sur juste strictement les aspects techniques, pour moi on ne parle même plus quasiment de la même chose. Idem, Kubernetes Swarm, pour moi on ne parle même plus de la même chose. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble, et vraiment tout l'ensemble, c'est-à-dire le recrutement, etc., etc. Pour moi, on est vraiment sur des choses qui sont vraiment différentes. Il faut les penser différemment et les approcher de manière différente. Voilà, donc cette vidéo était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager autour de vous. Dites-moi en commentaire comment vous approchez les technologies, qu'est-ce que vous pensez de Nomad versus Kubernetes, et vous avez le droit, bien sûr, et avec plaisir, de penser d'autres choses. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Allez, ciao à tous.